Salle. Bien bonjour tout le monde. Fabien Zouk ici. Je me suis dit que ce serait utile de vous donner ce cours par voie informatique. Donc, au dernier cours, on avait parlé de la fin de la période proto-germanique. La fin, pourquoi? Car une bonne chose ne peut jamais durer. Malgré l'apprentissage du germanique par les peuples phéniques du nord de l'Europe, donc de la Scandinavie, du Danemark et de l'Allemagne du Nord, ces peuples étaient poussés à l'expansion. Ceci à partir de l'année 0, mais trouvant son climax au cours du 5e siècle, dans un événement qu'on appelle les grandes invasions barbares, ou dans la terminologie politically correct, les grandes migrations germaniques. Donc il faut savoir que dans le monde méditerranéen, l'Europe du Sud avait été sous l'influence, sous la dominance même des Romains entre à peu près le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après Jésus-Christ. Donc si nous parlons une langue romane, c'est bien que les Romains avaient conquis les peuples de la Gaule. C'était aussi le cas pour l'ensemble de l'Espagne, l'Italie et même, pour une période, la Britannie, aujourd'hui l'Angleterre. On dit la Britannie car il y a un peuple celtique qui habitait cette terre qui s'appelait les Britons. Oui, en effet, c'est le même mot que les Bretons. On y arrivera sous peu. Au cours du 5e siècle, les Romains n'arrivaient plus à garder leur dominance sur les régions de l'Empire. Et en fait, les Romains ont dû se retirer de la Britannia, comme ils ont dû se retirer de d'autres régions dans la Rhétie, qui est aujourd'hui la région du sud de l'Allemagne, donc la Bavière en grande partie. Les Romains ont dû reculer. Et notre peuple, notre cher peuple proto-germanique, a vu cette retraite des armées et des armes romaines comme une opportunité pour coloniser des nouvelles terres. Donc on a vu que le foyer des proto-germains était le Danemark et le nord de l'Allemagne. En grande partie la Saxe de l'Allemagne actuelle. Nous avons bien étudié la langue proto-germanique. Vous en avez plein de vocabulaire. Vous avez une idée de comment pouvait sonner cette langue. Au cours du 5e siècle, ce peuple proto-germanique, partageant une langue, a su se diviser. En fait, déjà au 3e siècle, il y a le germanique estique, notamment représenté par le gothique, qui a pu bifurquer du reste de la famille par le déplacement de ces peuples gothiques qui ont quitté le Gotland, dans le sud de la Suède actuelle, pour migrer jusqu'en Pologne actuelle, jusqu'en Ukraine, donc en Crimée, où le gothique se parlait encore jusqu'au 19e siècle, pour aboutir éventuellement en Grèce, en Italie, en Gaule et en Espagne. Donc les Goths étaient un peuple extrêmement mobile et au cours de leur migration, ils ont perdu leur langue. Pourquoi? Car la majorité ont été latinisés, ils ont appris le latin. Pour information, ce que nous connaissons du gothique provient surtout de la Bible dite de Wulfila. Qui peut deviner le sens de Wulfila? Wolf, qui parle allemand, saura que c'est bien le loup, l'équivalent du wolf anglais, Wulfila, donc le petit loup. On l'avait surnommé, c'était un évêque goth au IVe siècle qui avait traduit la Bible, donc du latin, du grec, vers sa langue maternelle gothique. Il a inventé un alphabet en entier que vous pouvez consulter en ligne ou dans les diapos. Et
Et cette langue gothique était probablement parlée jusqu'au VIe siècle dans le sud de la France et en Espagne. Ensuite, après l'estique, on a les langues nordiques qui vont nous intéresser au cours de ce semestre. Et on a le germanique ouestique ou continental, avec des langues comme l'anglais, le néerlandais, l'allemand, le Schweizerdeutsch, la langue de la Suisse, toutes les langues germaniques du continent. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'anglais. D'où vient la langue anglaise? Retournons au 5e siècle. Autour de l'année 450, les Romains se sont retirés de la Bretagne et nos proto-germains se sont mis dans leurs bateaux pour ramer dans la mer du Nord. Ils arrivent sur les côtes de la Britannie, ou la Grande-Bretagne, terre dépourvue de protection militaire. Et donc ils arrivent et ils s'imposent comme nouveaux chefs de la région. Mais il faut savoir que la Bretagne n'était pas vide quand sont arrivés ces proto-germains, les différentes tribus, les peuples qu'on appelle les Angles, les Saxons, les Jutes, et peut-être d'autres. Donc, différentes tribus, familles de peuples germaniques provenant du continent. Ils arrivent en Grande-Bretagne, où l'on parlait encore des langues celtiques. Il faut savoir que la Bretagne avait été une colonie, que la Bretagne avait été un territoire romain pendant au-delà de 300 ans. Et donc, les élites de la société bretonne parlaient non seulement leur langue maternelle celtique, mais aussi le latin. Probablement avec un fort accent celtique, certes, mais ils étaient bilingues celtique et latin. Donc, on a nos pauvres Britons en Britannie qui regardent sur la côte de la mer Nord et ils voient arriver ces Germains qu'on appelle Angles et Saxons et Jutes. Quelle est la réaction des Celtes qui étaient encore sur place en Britannie? Deux choix: fight or flight, ou se soumettre à la force militaire des Germains qui sont arrivés. Mais nos Celtes disparaissent en grande partie. Et aujourd'hui, l'Angleterre ne parle pas une langue celtique, mais bien la langue anglaise, la langue des Angles, langue qu'on appelle aussi l'anglo-saxon, la langue des Angles et des Saxons. Donc où sont partis ces Celtes? Bien. Comme dans n'importe quelle situation de crise, ceux qui pouvaient se sont fuis pour trouver une meilleure vie ailleurs. Donc dans ce cas-là, les bourgeois qui habitaient dans les villes romaines, les élites sur leurs villas, et ceux qui pouvaient, donc les puissants et les riches, sont partis. Où? Ils sont partis à l'ouest, vers la pays des Galles, vers le Cornouailles, et même jusqu'en Bretagne, en France. Donc on a des Celtes qui arrivent en Bretagne au cours du 5e siècle pour établir la langue bretonne en France. Ce sont des migrants qui fuyaient l'invasion des Germains en Britannie. Pour tous les autres qui ne pouvaient pas se sauver, donc ceux qui étaient attachés à leur terre, attachés à leur maison, attachés à leur famille, qui n'avaient pas les moyens de payer un bateau pour sortir, pour fuir, c'est-à-dire l'ensemble, la grande masse des peuples britons, quelque part, l'arrivée des envahisseurs était une opportunité pour potentiellement une vie meilleure s'ils adaptaient la vie germaine. Donc au lieu d'être imposés par les Romains ou de devoir servir leurs seigneurs britanniques, ils ont préféré, ils étaient obligés en grande partie de servir donc des maîtres germains.
arrivée. Une partie de cette servitude implique aussi la communication et l'apprentissage de la langue des maîtres germains qui sont arrivés. Et donc, les peuples celtiques en Angleterre étaient assimilés à la culture anglo-saxonne. Donc, il faut imaginer des masses de populations celtophones, donc parlant des langues celtiques, qui d'un coup doivent apprendre le germanique. Qu'est-ce qu'on a vu comme conséquence des contacts de langue? La conversion linguistique. La conversion étant lorsqu'on abandonne sa langue maternelle en faveur d'une langue socialement dominante, il y a très souvent, voire systématiquement, un transfert des traits de sa langue maternelle sur la langue apprise comme langue seconde. Donc on devrait s'attendre à trouver des traits celtiques dans l'anglais. Et en effet, on en trouve. Donc dans votre document sur l'islandais, vous avez la conjugaison du verbe vera, veren, wesen. C'est le verbe être en germanique et qui au présent se définit souvent par un voyelle E ou I et soit un R ou un SZ en coda, donc à la suite de la voyelle. Donc, en islandais, ek thuert, han, hun, það við erum, við eruð, þar, þeim Ok, on voit cette déclinaison. Mais en anglais, on sait bien aussi que l'infinitif du verbe être n'est pas there, mais bien to be. Devient anglais be on. Donc, l'on pense que la composition du verbe être en anglais provient de deux sources étymologiques distinctes. Un verbe être, comme nous voyons ici, qui décrit un état, et un autre, beon, qui indique une transition, une transformation. On peut le comparer avec l'existence de deux verbes être en espagnol, où on a esse et ser. On peut le comparer avec l'existence de deux verbes pour être en espagnol. On a ser pour des situations, disons, permanentes, lorsqu'on parle du fond d'un être, et estar pour des états temporaires, ou encore la position géographique, des choses qui sont muables. Deux façons de voir l'état d'existence, être. Il faut savoir aussi que l'espagnol avait aussi ses influences celtiques. Comme on a vu, des peuples celtophones, donc des genres de Gaulois, habitaient non seulement la Gaule, mais aussi l'Ibérie, on parle de Celtibère, et aussi l'Europe continentale, notamment le centre et le sud de l'Allemagne, mais aussi les Alpes et le nord de l'Italie, même jusqu'en Slovaquie, en Slovénie, dans les Baltes, et on trouvait même des Celtes en Turquie. Donc, on peut s'attendre à ce qu'en espagnol, cette double nature, double origine, les deux verbes être en espagnol, ça aussi de l'influence celtique. Au trait de l'anglais, on a le présent progressif. Donc, I come, je viens de façon générale. I come every day. I'm coming right now. I'm coming right now. Je suis en train de venir en ce moment même. Les autres langues germaniques ne font pas cette distinction. On pense que ces traits syntaxiques sont issus d'un substrat celtique des Britons qui étaient convertis au germanique au cours du 5e siècle. Mais le phénomène qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, et que vous trouverez dans le handout, concerne les voyelles de l'anglais. En fait, en proto-germanique, on a vu qu'on n'avait que 12 voyelles. Lorsque vous verrez le système du vieil anglais, vous allez comprendre qu'il y a eu du trouble en anglais.
notamment par un phénomène qu'on appelle le umlaut en i. I umlaut, ou la mutation en i. Quelle est la mutation? En gros, lorsqu'on avait un mot de multiples syllabes, disons de 2 syllabes, la qualité vocalique de la dernière syllabe était anticipée sur la syllabe précédente. Donc, quel est le mot proto-germanique pour un homme ou une personne? Vous l'avez trouvé? Cherchez. Le mot c'est manas. Manas. Un homme. Manas. Un homme. On a un A dans la deuxième syllabe. Il ne se passe rien en A de la première syllabe. Mais quel était le pluriel? Le pluriel du nom manas était manis. 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 Avec un I bref dans la deuxième syllabe. Manis. Maintenant, comparons avec l'anglais moderne. A man, ok, au singulier a man, directement de manas, très peu de changements. Quel est le pluriel? C'est pas mans. Sachez que ça vient directement de manis. Le pluriel est évidemment men. Men. Donc man versus men. On a un changement de la qualité vocalique. Quel genre de changement? On a une fermeture de la voyelle A en E. La voyelle reste antérieure. En termes synchroniques, on a l'antériorité du I de manes qui est venu s'intégrer à la syllabe précédente. Donc, manes est devenu menes. Manes, menes, avec une fermeture et une antériorisation de la voyelle. Ensuite, on a perdu la dernière syllabe en entier, laissant que men, qui était la voyelle modifiée par la deuxième syllabe. Donc, on appelle ça le phénomène le umlaut en i. C'est un des traits qui caractérise le vieil anglais. Non seulement le vieil anglais, aussi on va voir que ça existe dans l'anglais dans les langues germaniques continentales comme l'allemand, où on a la même chose. Der Mann, l'homme, der Mann, die Männer, E-A-E, donc die Männer, les hommes au pluriel. Et on trouve le même phénomène dans le nordique, mais à des différents moments et avec différentes intensités. Donc là, on parle du phénomène de umlaut en i ou la mutation en i. On a aussi le phénomène du vowel breaking, lorsque les voyelles se sont cassées. Vous avez sans doute noté que l'anglais moderne est caractérisé par des orthographes très bizarres. Comment on dit casser en allemand? Brechen. Et en anglais, to break. Break. Mais on l'écrit E-A. Break. Breken. En fait, une voyelle qui était auparavant simple, s'est scindée en deux. It broke. Comme dans breaken. Autre phénomène qu'on peut potentiellement repousser sur l'apprentissage de l'anglais, du proto-germanique plutôt, par un peuple celtophone. Et que la force